Imagine te réveiller avec de la neige qui tombe sur un sommet et finir cette même journée les pieds dans l'eau de l'Atlantique, sans prendre un seul avion, sans passer une seule douane. C'est le quotidien d'un pays que beaucoup réduisent encore à 3 clichés, le sable, les chameaux et les tapis. Sauf que le Maroc cache des réalités qui démolissent complètement cette image. Une université de plus de 1100 ans qui fonctionne encore aujourd'hui. Des chèvres perchées dans les arbres comme des primates. Et un minerai que ce pays contrôle presque entièrement et qui aide en silence la planète entière à manger. On en a gardé un pour la fin, le numéro 1 de cette liste. Tellement improbable que la plupart des gens ne l'acceptent qu'après avoir vérifié sur une carte de leurs propres yeux. Si tu aimes découvrir des pays qui démontrent ce que tu croyais savoir, abonne-toi tout de suite parce que ce qui arrive va te scotcher. Fait numéro 10, 3 climats dans un seul pays. Le Maroc possède quelque chose que presque aucun territoire au monde ne peut se permettre en une seule journée, sans avion et sans franchir la moindre frontière. Tu peux passer du désert le plus sec à la neige des montagnes, puis à une côte battue par des vagues énormes. C'est pas une phrase de brochure touristique, c'est de la pure géographie. Le pays est traversé du sud au nord par une chaîne de montagnes qui fonctionne comme une colonne vertébrale. Et de chaque côté de cette colonne, la nature a pris des directions radicalement opposées. Vers le sud et l'est s'étend le Sahara, avec des dunes dorées qui changent de teinte selon l'heure. Surtout près d'un village appelé Merzouga, où des milliers de voyageurs viennent chaque année dormir sous tente. Dans un ciel tellement vide de pollution lumineuse qu'on distingue des milliers d'étoiles à l'œil nu. Quelque chose qui est devenu impossible dans presque toutes les grandes villes du monde. Plus au centre se dresse la chaîne de l'Atlas, avec le mont Toubkal, qui culmine à plus de 4000 mètres. C'est le point le plus élevé de toute l'Afrique du Nord. Il se couvre de neige une bonne partie de l'année, et crois-le ou non, il existe sur ses flancs une station de ski à Oukaï Meden, où Marocains et visiteurs dévalent les pistes entourées de montagnes qui, quelques heures de route plus tôt, n'étaient que du désert. Et si tu continues vers l'ouest, tu arrives sur une côte atlantique aux vagues gigantesques, mondialement connues des surfeurs. En particulier à Tagazout, où atterrissent des voyageurs venus d'Australie, du Brésil ou des États-Unis, uniquement pour surfer des vagues qui dépassent parfois les 3 mètres. En 6 ou 7 heures de voiture seulement, tu pourrais partir d'un village enneigé, traverser des vallées vertes couvertes d'oliviers et d'amandiers, et terminer la journée les pieds dans le sable d'une plage atlantique, à regarder le soleil disparaître. 3 paysages complètement différents qui, dans d'autres pays, exigeraient de traverser des frontières entières. Ici, ils cohabitent à quelques heures de route les uns des autres. Il existe d'ailleurs des voyageurs qui organisent leur parcours en commençant dans la neige de l'Atlas au matin, en déjeunant près d'une oasis à midi, et en terminant face au coucher de soleil sur l'Atlantique. Le tout dans les mêmes 24 heures. Et ce n'est que le premier signal. Le Maroc ne rentre pas dans une seule carte postale. Et la suite va continuer à démonter cette vision simpliste de l'Afrique du Nord. Fait numéro 9, la plus vieille université du monde. Bien avant la naissance d'Oxford en Angleterre, bien avant l'université de Bologne en Italie, bien avant la Sorbonne. Au Maroc fonctionnait déjà un centre d'études qui est toujours debout aujourd'hui, plus de 1000 ans plus tard. Elle s'appelle l'université Al-Qarawiyyin. Elle se trouve dans la Médina de Fès et elle a été créée en l'an 859. L'UNESCO, comme le Guinness des records, la reconnaissent comme le plus ancien établissement d'enseignement supérieur au monde, encore en activité sans interruption. Et voilà la partie qui surprend tout le monde à la première écoute. Ce n'est ni un roi, ni un sultan, ni un savant célèbre qui l'a fondée. C'est une femme, Fatima Al-Fihri. Elle avait reçu un héritage considérable de sa famille de commerçants, et elle a décidé de le consacrer entièrement à bâtir un lieu où les siens pourraient étudier la théologie, les mathématiques, l'astronomie et la médecine. Entre ces murs sont passés des esprits qui ont changé le cours de l'histoire, y compris un futur pape de Rome Gerbert d'Aurillac, devenu Sylvestre II qui aurait découvert le système de numération arabe et l'a rapporté en Europe, où il a fini par remplacer les chiffres romains dans la vie quotidienne de tout le continent. Plus de 1000 ans après sa fondation, on peut encore visiter sa bibliothèque. Elle conserve des manuscrits vieux de plus de 1000 ans, dont certains écrits sur peau de chameau. Parmi eux, un Coran du 9 siècle et des textes originaux d'historiens et de penseurs qu'on étudie encore aujourd'hui dans les universités du monde entier. Pendant des siècles, ce lieu a servi de pont de savoir entre le monde islamique et l'Europe. À une époque où voyager d'un continent à l'autre pour étudier était infiniment plus compliqué qu'aujourd'hui. Et pourtant, des étudiants et des savants de confessions différentes traversaient la Méditerranée pour rejoindre ces salles. Savoir qu'une femme, il y a plus de 1000 ans, a financé sur son propre patrimoine l'université la plus durable de l'histoire humaine. C'est le genre de fait qui mériterait d'être enseigné bien plus souvent. Surtout parce qu'il détruit l'idée que les grandes institutions du savoir seraient nées uniquement sur le sol européen. Les récits historiques racontent que Fatima a jeûné volontairement pendant une grande partie des presque 2 ans qu'a duré le chantier. Une manière personnelle de remercier le ciel de pouvoir concrétiser ce rêve. Aujourd'hui, plus d'un millénaire plus tard, son histoire continue d'être racontée comme la preuve qu'une seule personne, avec la bonne décision, peut laisser une marque qui traverse des générations entières. Fait ne me rui, des chèvres qui grimpent aux arbres. Ça ressemble à une blague ou à un montage pour les réseaux sociaux, c'est pourtant l'une des scènes les plus authentiques et les plus photographiées de tout le Maroc. Dans la région du Souss,
Au sud-ouest du pays, il est parfaitement banal de rouler sur la route qui relie Marrakech à la ville côtière d'Essaouira et de tomber, sans le moindre avertissement, sur des dizaines de chèvres perchées dans les branches tordues d'un arbre appelé arganier, qui peut atteindre 10 mètres de haut. Ce n'est ni un trucage, ni de la retouche. Les chèvres montent parce que le fruit de l'arganier a une pulpe sucrée et qu'en période de sécheresse, c'est l'une des rares nourritures qu'elles trouvent à cette hauteur. Leurs sabots, habitués depuis des générations à escalader pierres et collines, leur permettent de tenir un équilibre presque impossible entre des branches couvertes d'épines. Avec le temps, les bergers de la région ont compris que la scène pouvait devenir un business. Aujourd'hui, sur certains circuits touristiques, on entraîne les animaux à rester en position pendant que les visiteurs descendent de voitures pour les photographier. Ce qui a ouvert, à juste titre, un débat sur le bien être de ces bêtes quand on les force à tenir des heures dans la même posture. Mais derrière cette image insolite, se cache quelque chose d'encore plus frappant sur le plan économique. L'huile d'argan, extraite des amandons, est l'une des plus chères au monde. Elle est utilisée en cuisine comme en cosmétique international, tu en as probablement déjà croisé dans un rayon de supermarché français. Et une grande partie de sa production est aux mains de coopératives composées uniquement de femmes amaziges, qui ont transformé cet arbre centenaire en moteur économique de toute une région du sud-ouest marocain. Tu avais déjà vu une chèvre perchée dans un arbre de 10 mètres ? Dis-le-moi en commentaire, parce que le visage de quelqu'un qui découvre ça pour la première fois est toujours le même, de la stupéfaction pure. Et il y a un bonus. L'arganier ne pousse à l'état naturel que dans cette bande du sud-ouest marocain et dans un petit secteur voisin en Algérie, nulle part ailleurs sur la planète. Ce qui fait de cette scène de chèvre grimpeuse quelque chose qu'on ne peut littéralement voir dans aucun autre pays. Le litre de cette huile peut coûter l'équivalent de 100 € sur le marché international. Et une bonne partie de ses revenus finit entre les mains des femmes qui l'extraient depuis des générations de manière artisanale en broyant les amandons à la main exactement comme le faisait leur grand-mère. Fait numéro 7. Le Maroc contrôle les phosphates de la planète. Celui-là, presque personne ne le connaît. Et c'est l'un des faits les plus importants de toute cette liste, même si à première vue, il n'a rien de spectaculaire. Selon les estimations géologiques internationales, le Maroc concentre environ 70% des réserves mondiales connues de roches phosphatées, autrement dit de phosphate. Et à quoi servent réellement les phosphates ? C'est le composant essentiel pour produire les engrais, l'intrant dont l'agriculture mondiale a besoin pour produire de la nourriture à grande échelle. Sans phosphate en quantité suffisante, une bonne partie des récoltes de la planète ne suffirait plus à nourrir les plus de 8 milliards de personnes qui vivent aujourd'hui sur Terre. L'entreprise publique marocaine qui gère cette industrie, l'OCP, vend à des marchés aussi variés que le Brésil, l'Inde et une grande partie de l'Europe. Et ces dernières années, avec la pénurie mondiale d'engrais provoquée par les conflits internationaux et la hausse de la demande alimentaire, le Maroc est devenu encore plus stratégique pour la sécurité alimentaire de la moitié du globe. Autrement dit, et ça mérite d'être répété, même si tu n'as jamais mis les pieds au Maroc, il est très probable qu'une partie de ce que tu as mangé cette semaine soit née grâce à un engrais dont le parcours a commencé dans une mine de l'intérieur marocain. Un pays que beaucoup n'associent qu'à ses tapis et à ses souks se révèle, sans faire de bruit, une pièce maîtresse pour que le monde entier ait de quoi manger. Cette domination presque totale sur une ressource aussi stratégique lui a aussi donné un poids diplomatique qu'on n'imaginerait pas venant d'un pays de cette taille. Parce que quand tu contrôles un intrant dont dépendent littéralement tous les agriculteurs de la planète, tu finis par avoir une voix bien plus forte que ce que ta population ou ta superficie laisserait supposer. Pour te donner une idée de l'échelle, rien que sur les premiers mois de 2025, les exportations marocaines de phosphate ont progressé de plus de 20% par rapport à l'année précédente. Des milliards d'euros sur un marché qui dépend chaque année davantage de ce pays pour soutenir la production agricole mondiale. Petite pause. Si tu aimes cette façon de parcourir la planète à travers des faits qu'on ne t'a jamais racontés à l'école, mets un like tout de suite et abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on décortique un pays différent avec ce même niveau de détail. Fait numéro 6, une ville entièrement peinte en bleu. Dans les montagnes du Rif, au nord du pays, il existe une ville entière où presque tous les murs, les portes, les escaliers, les encadrements de fenêtres et même les pots de fleurs sont peints dans différentes nuances de bleu. Elle s'appelle Chefchaouen. Elle a été fondée au XVe siècle comme une petite forteresse défensive en pleine montagne. Et parcourir aujourd'hui ces ruelles étroites donne l'impression d'être entré dans une peinture faite à la main. Il existe plusieurs théories sur l'origine de cette tradition et aucune n'est totalement confirmée, ce qui la rend encore plus intrigante. Certains historiens affirment qu'elle a été apportée par des réfugiés juifs arrivés dans la région dans les années 1930, fuyant les persécutions en Europe et qui associaient le bleu au ciel et au sacré dans leur propre foi. D'autres avancent une raison bien plus pratique. Le bleu servirait à éloigner les moustiques et à garder les maisons plus fraîches sous le soleil brûlant de l'été marocain. Quelle que soit la véritable origine, Chefchaouen est aujourd'hui l'un des endroits les plus photographiés de toute l'Afrique du Nord. Chaque année, des milliers de voyageurs montent jusqu'à ce village de montagne uniquement pour se perdre dans ses rues couleur indigo et trouver ce recoin parfait qu'ils ne pourront plus s'empêcher de montrer à tout le monde. Le plus curieux, c'est qu'à quelques pas de ces rues touristiques, la vie continue exactement comme il y a des décennies.
Des femmes qui portent du pain tout juste sorti du four. Des enfants qui jouent entre les escaliers bleus. Des vendeurs qui proposent épices et tissus comme ils le font de génération en génération. Et ce village n'est pas né en pensant aux touristes. Pendant des décennies, ce n'était qu'une communauté de montagne, isolée et tranquille. C'est seulement ces dernières années, grâce aux réseaux sociaux et à des millions de photos partagées en ligne, qu'il est devenu l'une des destinations les plus recherchées d'Afrique du Nord. Un exemple parfait de la façon dont une coutume locale peut finir par conquérir la planète entière sans jamais l'avoir prévu. Fête Nugré 5, le thé qui soude les familles. Au Maroc, le thé à la menthe n'est pas seulement une boisson, c'est presque un rituel social avec ses propres règles. Il se prépare avec du thé vert venu à l'origine de Chine, des feuilles de menthe fraîches cultivées dans les jardins locaux et une quantité de sucre qui surprend beaucoup d'étrangers la première fois. On le sert depuis une théière en métal argenté qu'on lève assez haut, presque à hauteur d'épaule, pour que le liquide tombe avec force dans le verre et forme une fine mousse en surface. Pour les Marocains, cette mousse est le signe que le thé a été préparé avec un vrai soin. Refuser un thé qu'on t'offre dans une maison marocaine peut être perçu comme un manque de respect, parce que le servir est une manière silencieuse de dire « ici tu es le bienvenu, peu importe qui tu es et d'où tu viens ». Peu importe que tu sois en train de négocier le prix d'un tapis dans un souk, de visiter pour la première fois la maison de quelqu'un que tu viens de rencontrer, ou de conclure un accord d'affaires important. À un moment ou à un autre, la théière argentée finira par apparaître. Ce geste si simple, répété plusieurs fois par jour dans des millions de foyers, résume quelque chose d'assez profond de la culture marocaine, où l'hospitalité envers celui qui te rend visite se prend presque aussi au sérieux que n'importe quelle autre coutume du pays. Tu t'habituerais à un thé aussi sucré? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qu'en pensent les gens selon leur pays. Certains affirment même qu'on peut mesurer le respect d'un hôte envers son invité à la hauteur à laquelle il lève la théière. Parce que plus on sert de haut, plus la mousse se forme et plus on comprend qu'il a mis du soin à recevoir celui qu'il a en face de lui. Fête numéro 4. Un roi aux 1000 titres. Le Maroc fonctionne comme une monarchie. Et son roi actuel, Mohamed VI, ne dirige pas seulement le pays sur le plan politique. Il occupe aussi une fonction religieuse appelée commandeur des croyants, Amir al-Mouminin. Un titre qui, en théorie, fait de lui la plus haute autorité spirituelle de l'islam sur le territoire marocain. Cette double casquette, politique et religieuse, réunie en une seule personne, est assez rare, même comparée aux autres monarchies du monde arabe. Elle se transmet de génération en génération au sein de la même famille royale depuis plus de 3 siècles et demi, ce qui fait de la dynastie alaouite l'une des plus anciennes encore au pouvoir aujourd'hui. Le visage du roi apparaît dans les administrations, dans les petites boutiques, à l'intérieur des taxis et jusque sur de simples étals de nourriture dans la rue. Parce que la figure du monarque fonctionne comme un symbole d'unité pour un pays qui rassemble sous un seul drapeau des identités arabes, amaziges et africaines qui n'ont pas toujours cohabité sans friction au fil de l'histoire. Ces dernières années, le Maroc a par ailleurs traversé des mouvements de protestation importants, portés en grande partie par des jeunes qui réclament plus d'emplois, de meilleurs hôpitaux publics et une éducation de meilleure qualité. Un rappel que, comme dans n'importe quel pays du monde, derrière les symboles officiels d'unité existent aussi des tensions sociales bien réelles, que les gens expriment de plus en plus fort dans la rue et sur les réseaux. Ce mélange entre une monarchie traditionnelle et une jeune génération de plus en plus connectée au reste de la planète est aujourd'hui l'un des grands équilibres que le Maroc doit tenir face à l'avenir. Fait numéro 3. Ici, une seule langue ne suffit pas. Si tu traverses n'importe quelle ville marocaine, il est parfaitement normal d'entendre une même personne changer de langue plusieurs fois dans une même conversation. L'arabe marocain, qu'on appelle la darija, est la langue que la majorité utilise dans la rue, au marché et à la maison. L'amazigh le berbère est la langue d'origine des peuples qui vivaient dans cette région bien avant l'arrivée de l'islam. Depuis 2011, il a le même rang officiel que l'arabe dans la constitution du pays. Une reconnaissance obtenue après des décennies de lutte des communautés amaziges. Aujourd'hui, ça se voit dans des détails comme les panneaux routiers, écrits à la fois en arabe, en français et dans l'ancien alphabet amazigh appelé tifinagh, un système de signes vieux de milliers d'années qui a failli disparaître avant cette renaissance culturelle. Le français, lui, est massivement utilisé dans l'enseignement supérieur, dans les affaires et dans une grande partie de l'administration publique. Un héritage direct de la période du protectorat français. C'est aussi ce qui explique qu'un Marocain et un Français puissent se comprendre sans effort dès la première phrase, et pourquoi la France et le Maroc restent aussi liés humainement et économiquement. Et dans le nord du pays, dans des villes comme Tétouan, l'espagnol se parle encore avec beaucoup d'aisance, souvenir des décennies de protectorat espagnol sur cette région. Tu imagines avoir grandi en entendant chez toi un mélange naturel de 4 langues différentes sans que ça te paraisse le moins du monde étrange. Pour des millions de Marocains, c'est littéralement le quotidien depuis l'enfance. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce pays parvient à se sentir proche en même temps du monde arabe, du continent européen et de sa propre racine africaine. Et il ne faut pas oublier qu'à ce mélange s'ajoute de plus en plus l'anglais chez les plus jeunes, qui l'apprennent en regardant des séries et des vidéos sur Internet. Ce qui fait d'une bonne partie de la nouvelle génération marocaine des locuteurs de 4, voire 5 langues avant même leurs 20 ans. Fête nugre deux hôtes d'une Coupe du Monde historique.
En décembre 2024, la FIFA a officiellement confirmé que la Coupe du Monde de football 2030 se disputerait entre 3 pays, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Ce qui en fait le premier mondial de l'histoire organisé simultanément en Europe et en Afrique, réunissant formellement 2 continents sous une seule compétition. 3 matchs d'ouverture célébrant le centenaire se joueront même en Amérique du Sud en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Le Maroc accueillera des stades dans des villes comme Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger, Fès et Agadir, et cette réussite n'est pas tombée du ciel. Au mondial du Qatar, la sélection marocaine avait déjà stupéfié la planète en atteignant les demi-finales. Les Français s'en souviennent particulièrement bien, puisque ce sont les Bleus qui ont mis fin au parcours des Lions de l'Atlas. Aucune équipe africaine ni arabe n'était jamais allée aussi loin dans toute l'histoire du tournoi. Pour un pays longtemps perçu avant tout comme une destination touristique de carte postale, devenir co-organisateur de la compétition sportive la plus regardée au monde, c'est aussi une manière silencieuse de dire à la planète qu'on ne vient plus seulement chez lui pour prendre des photos, mais qu'on compte désormais sur lui pour organiser les plus grands événements qui existent. Alors qu'en 2030 arrivera, le Maroc entrera dans les livres d'histoire du sport aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Pas comme hôte secondaire. Comme l'un des 3 pays qui ont rendu ce moment possible. Et l'un des stades prévus, le grand stade de Casablanca, doit devenir l'une des plus grandes enceintes sportives du monde une fois achevé, avec une capacité de plus de 90 000 spectateurs. Avant d'arriver au fait le plus fort de toute la liste, si tu n'as toujours pas cliqué sur le bouton d'abonnement, c'est maintenant le moment. Parce que ce qui suit est exactement la raison pour laquelle on a fait cette vidéo. FAIT Nugréen, à 14 km de l'Europe. Le Maroc touche pratiquement l'Europe. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une exagération. Ce sont des kilomètres réels et vérifiables. Au point le plus étroit du détroit de Gibraltar, la distance entre la côte marocaine et la côte espagnole est de 14 km seulement. 14 km de mer. C'est tout ce qui sépare un pays africain d'un pays européen. Pour que tu réalises. Cette distance est plus courte que celle qui sépare Roissy du centre de Paris. Plus courte que le trajet quotidien de millions de gens pour aller travailler. Les jours sans nuages. Depuis plusieurs plages du sud de l'Espagne, on voit la côte marocaine à l'œil nu, avec ses montagnes découpées sur l'horizon. Et l'inverse est vrai. Depuis Tanger, par temps clair, on distingue parfaitement la côte espagnole. Cette proximité n'est pas qu'une jolie curiosité géographique pour carte postale. Elle a des conséquences énormes dans la vie réelle. Par ce détroit circulent plus de 80 000 navires par an, ce qui en fait l'une des routes maritimes les plus fréquentées de la planète, comparable en importance au canal de Suez ou au canal de Panama. Et cela a fait de cette étroite bande d'eau l'un des points les plus déterminants de la géopolitique mondiale pendant des siècles entiers. Depuis le passage des armées antiques qui traversaient entre continents, jusqu'au trafic commercial et migratoire d'aujourd'hui, même le nom de Gibraltar vient de cette histoire. Il provient de l'expression arabe Jabal Tariq, la montagne de Tariq, en hommage au chef militaire musulman Tariq ibn Ziyad, qui a traversé ce même détroit en 711, il y a plus de 1300 ans, pour lancer la conquête de la péninsule ibérique. Un détail qui montre bien que ce croisement entre continents est au cœur de l'histoire depuis bien avant l'existence des cartes modernes. Le Maroc, autrement dit, n'est pas ce pays lointain que beaucoup imaginent quand ils visualisent une carte mentale du monde. C'est littéralement le voisin d'à côté, séparé par un simple bras de mer, qu'en certains points on peut même traverser à la nage. En quelques heures, des nageurs de fond l'ont prouvé à plusieurs reprises. Même si les courants du détroit en font l'une des traversées les plus exigeantes de la planète. Pour cette raison même, cette bande d'eau a été pendant des siècles une route de commerce, d'invasion, d'échanges culturels et malheureusement aussi de tragédies humaines. Parce que c'est l'un des points où le plus de gens tentent la traversée en cherchant une vie meilleure en Europe. Voilà pourquoi on dit que le Maroc est collé à l'Europe. Et voilà pourquoi. Quand les gens voient pour la première fois la distance réelle dessinée sur une carte à l'échelle, la réaction est presque toujours la même. Ils n'arrivent pas à croire que 2 continents si différents soient si proches l'un de l'autre. Cette proximité est d'ailleurs tellement réelle que depuis des décennies, l'Espagne et le Maroc étudient sérieusement la construction d'un tunnel ferroviaire sous le détroit à des centaines de mètres de profondeur pour relier les 2 continents par le rail. Le projet n'a toujours pas vu le jour, parce que l'activité sismique de la zone et l'énorme profondeur de la mer le compliquent considérablement. Mais le simple fait que l'idée existe, avec des plans et de véritables études d'ingénierie, montre à quel point ces 2 continents, que beaucoup imaginent comme des mondes totalement séparés, sont en réalité à un pas d'être physiquement connectés. Conclusion. Et c'est ainsi qu'on referme le voyage d'aujourd'hui. Le Maroc est un pays de contraste qu'on a parfois du mal à croire. Du désert et de la neige dans le même territoire. Une université presque millénaire, toujours ouverte et en activité aujourd'hui même. Une ressource naturelle qui, sans faire de bruit, aide à nourrir la planète entière. Une ville entièrement peinte en bleu. Un rituel du thé qui scelle l'hospitalité entre inconnus, 4 langues qui cohabitent naturellement dans la même rue, une coupe du monde historique au coin de la rue, un roi qui est aussi une autorité religieuse,
Et une frontière avec l'Europe si courte qu'elle démolit n'importe quelle idée que tu pouvais avoir sur l'endroit exact où finit l'Afrique et où commence le vieux continent. Aucun autre pays de cette région du monde ne parvient à combiner autant de couches d'histoire, de géographie et de culture sur un territoire aussi compact. Si ce parcours t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater le prochain pays qu'on va analyser, fait parfait, la semaine prochaine. Et la prochaine fois que tu regarderas une carte du monde, observe bien ce petit espace bleu entre l'Espagne et le Maroc, à peine 14 km, qui résume mieux que n'importe quel autre fait de cette liste à quel point sont proches, en réalité, des continents qu'on imagine si souvent comme des mondes complètement séparés. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au Maroc. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec un nouveau pays et 10 faits que tu n'arriveras encore une fois pas totalement à croire jusqu'à les vérifier de tes propres yeux.